Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Ce soir, tour d'horizon des potentiels d'investissement dans les provinces du sud marocain. Le développement de celle-ci s'est fait dans un processus de continuité et ne date pas d'hier. Processus couronné en 2015 par un programme de développement multisectoriel et à vocation multiple dédié aux provinces du sud, initié et tracé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Objectif, rendre cette région attractive pour les investissements, génératrice de croissance et d'emploi. Ce soir, pour décortiquer les atouts et les aspects à développer davantage dans le sud marocain, Amin Laridi, expert international en diplomatie économique, sera des nôtres. Bienvenue à tous. L'année 2020 a été marquée par la poursuite des grands projets structurants visant à développer les provinces du Sud et assurer une bonne connectivité entre les différentes régions du royaume et aussi d'attirer les investisseurs et les capitaux étrangers, surtout après la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Les détails avec Ala Benani. Plus que 30% pour l'achèvement du programme de développement des provinces du Sud pour la période 2016-2021. À ce titre, quelques 179 projets ont été achevés et sont en phase d'exploitation. Coût global 13,2 milliards de dirhams. Par ailleurs, 336 projets sont en cours d'achèvement et 236 autres n'ont pas encore été lancés, mais une enveloppe de 25 milliards de dirhams leur sont consacrés. Ainsi, plusieurs chantiers seront lancés d'ici 2021, principalement les grands projets du nouveau port de Dakhla Atlantique, la voie express Tiznit-Dakhla et le barrage Fasque dans la province de Guilmim. Pour ce qui est du nouveau hub portuaire Dakhla Atlantique, il sera situé à 40 km au nord de la ville de Dakhla et nécessitera quelques 10 milliards de dirhams et devra engendrer quelques 183 000 emplois. Dans la même ville, une usine de dessalement de l'eau de mer est en préparation. Elle permettra d'irriguer pas moins de 5 000 hectares. En ce qui concerne la voie express Tiznit-Dakhla, les travaux vont bon train. Ce chantier stratégique d'un montant de 10 milliards de dirhams se décline en deux composantes. Le dédoublement de la route nationale numéro 1 entre Tiznit et Laayoune sur 555 km et l'élargissement à 9 mètres de la voie entre Laayoune et Dakhla sur une distance de 500 km. D'autres projets sont en train de façonner les provinces du Sud. À Laayoune, par exemple, il y a le programme industriel Fos Boukra et la mise en place de sites d'énergie éolienne et solaire, notamment à Tarfaya et Boujdour. Capacité totale estimée 600 MW pour une enveloppe de 5,4 milliards de dirhams. Enfin, les terres agricoles des provinces du Sud ont besoin d'irrigation. C'est la préoccupation du barrage Fasque près de la ville de Guilmim. Ce dernier aura une capacité de 79 millions de mètres cubes et mobilisera un investissement de 1,5 milliard de dirhams. Cet ouvrage devra aussi assurer pour la région l'approvisionnement en eau potable, l'amélioration de la nappe phréatique locale et la protection contre les inondations et les crues. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Amin Laridi, expert international en diplomatie économique. Bonsoir Amin Laridi. Bonsoir chère madame, toujours un plaisir d'être des vôtres. Le plaisir est partagé, Amin Laridi. Commençons peut-être par le commencement. Donc, je le disais en introduction, ce processus de développement des provinces du Sud ne date pas d'hier et il s'est inscrit, n'est-ce pas, dans la continuité. Si on pouvait revenir avec vous, un petit flashback peut-être sur le développement de ces provinces du Sud. Avec beaucoup de plaisir. En fait, en préparant cette émission, je me suis amusé à chercher des références qui étaient différentes de ce qu'on connaissait déjà. Avec tous les diplomates marocains et étrangers, avec tous les politiciens qui nous suivent en ce moment et économistes, avec tous les Marocains de tous bords, au Maroc et à l'étranger, les provinces du Sud ont toujours fait une partie intégrante justement de notre territoire national. Il suffit de lire les écrits des anciens de Hérodote, le grand cartographe grec, et de tout ce qu'il a consacré à notre cher territoire national, y compris les provinces du Sud, et c'était il y a 2500 ans.
Il suffit de lire une autre référence, une référence phénicienne et carthaginoise cette fois-ci, le navigateur qui a fait la circonférence de l'Afrique et qui a fait son point de départ dans le sud du Maroc. Il suffit aussi de lire les Romains, Pliny le Grand qui a consacré dans son ouvrage référence par rapport à notre cher continent, l'Afrique, qui a consacré une bonne partie au Maroc, à sa richesse, à sa diversité, un Maroc qui est uni du nord au sud. On peut voyager dans l'histoire, je peux même fermer les yeux, ne pas parler de nos chers voyageurs, illustres en fait historiens aussi et cartographes arabes, musulmans, berbéro-musulmans, marocains. Et je pourrais voyager jusqu'au 19e siècle. Et là, avec des références nouvelles, j'invite tous les chercheurs à chercher un Gerhard Rolf, qui est la référence en matière de découverte de notre cher continent, l'Afrique, et qui a consacré une bonne partie de ses ouvrages au Maroc, un Maroc qui est uni, et surtout à nos provinces du Sud, des provinces qui déjà à l'époque, sous la souveraineté de la dynastie chérifienne, de la dynastie alaouite, jouaient un rôle de portail pour le continent africain, une locomotive de prospérité et aussi un multipode culturel. J'invite aussi les chercheurs à chercher une autre référence, britannique cette fois-ci, celle de Mungo Park, le grand voyageur, qui lui aussi, il a bâti le regard britannique par rapport au continent africain en explorant l'intérieur du territoire, alors qu'à l'époque, la connaissance se limitait au littoral, et qui lui aussi, il a voyagé au travers de nos provinces du Sud, et qui décrivait comme des zones, justement, comme le portail vers l'Afrique, comme des zones où l'Afrique rejoignait en fait le reste du monde, encore une fois sous la souveraineté alaouite, sous la souveraineté marocaine, où il décrivait la paix, où il décrivait la prospérité, et c'est encore une fois ce qu'on retrouve de nos jours. Si on voyage encore une fois dans l'histoire jusqu'à 1975, à la grande date de la Marche verte, à laquelle 350 000 Marocains ont répondu à un appel, au grand appel d'un grand souverain, Sa Majesté Hassan II, de descendre, de marcher, de traverser des frontières qui n'en étaient pas, qui n'ont jamais existé, sauf dans la tête de la colonisation et du colonisateur, et de mettre fin justement à cette colonisation étrangère et de récupérer nos chères provinces du Sud. Et ils étaient prêts à tout, ils étaient unis autour de leur souverain, et depuis, une nouvelle marche a commencé, celle du développement. Celle du développement qui s'installe. Qui continue jusqu'à aujourd'hui, absolument. Qui continue, et cet aspect de continuité, Amine Laridi. Donc, aujourd'hui, on parle d'une région aux multiples, n'est-ce pas, atouts, mais aussi qui touche à beaucoup de vocations. Parlez-nous justement, avant qu'on revienne à cet aspect très important de coopération internationale, mais rappelons aussi les atouts, les vocations multiples de cette région. Alors, je ne peux parler de cela sans des régions d'ailleurs en fait que j'aime beaucoup, où j'ai le plaisir d'être présent plusieurs fois par année, si ce n'était le Covid, et même en cette année de Covid que j'ai visité 2 fois avant le début de la pandémie. Rappelons le plus important, la dimension stratosphérique du développement prise depuis un certain vendredi béni, un vendredi 7 novembre, vendredi 7 novembre 2016, date du lancement par notre cher souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du nouveau modèle de développement des régions du Sud. Et vous en parliez justement en grande partie dans votre introduction. On parle de 77 milliards de dirhams, 8 milliards de dollars, on parle de 687 projets sur moins de 10 ans. En 4 ans déjà, on a lancé 75 à 80% des projets. Ça vous en dit long sur la capacité du Royaume du Maroc, sous les hautes instructions de Sa Majesté, de transformer la vision en action sur le terrain. L'objectif, il est clair, c'est le développement de l'économique et de l'humain. L'investissement dans l'humain grâce en fait à la création des bonnes conditions de prospérité et de développement. Et c'est ce qu'on retrouve dans les différents axes, dans les 8 axes pour être précis de ce modèle de développement qui couvre à la fois le volet économique, le volet social, le volet humain, mais également le volet politique, et en allant jusqu'au volet culturel, capital immatériel, et au volet aussi de numérisation et bon service par rapport aux citoyens. Donc pour ce faire, automatiquement c'est la création d'emplois en masse, mais aussi de l'emploi à forte valeur ajoutée. Et c'est ce qu'on retrouve dans de très grands projets structurants, des projets locomotives. On parlera d'abord en fait du projet d'industrialisation de Phos Bokra, de transformation du phosphate national
national en engrais, en acide phosphorique, en engrais à forte valeur ajoutée. C'est un projet qui est doté d'une enveloppe de plus de 20 milliards de dirhams. C'est un projet qui est intégré. Il est créateur d'emplois, il est créateur de richesses locales, parce qu'au-delà des emplois directs qui sont par dizaines de milliers qu'il va créer, il va créer aussi un tissu économique dynamique de TPE et de PME qui sont tout autour. Et c'est déjà commencé aujourd'hui grâce aux infrastructures qui l'entourent. Qui parle de phosphate et de transformation, parle aussi de pêche et de transformation locale. Et les résultats sont déjà là. La Nous y valorisation reviendrons. des ressources. Mhm. Absolument. Donc, ainsi que d'autres volets, notamment le volet agricole, nous en parlerons certainement, le volet culturel, le volet tourisme, le volet logistique. Absolument. Mais autour de cela, il y a aussi un volet qui est humain important, aussi bien sur le volet éducation, santé, la valorisation de la culture hassani. Donc, c'est un projet qui est polymarque, c'est un projet qui, je dirais, à la hauteur et même dépasse toutes les attentes les plus ambitieuses. J'étais présent ce jour-là et j'ai vu les yeux, et les yeux ne mentent jamais, j'ai vu les yeux de mes frères marocains issus des provinces du Sud, j'ai vu leur joie, j'ai vu leur surprise positive et j'ai vu aussi comment ce projet il a dépassé leurs attentes. Très bien. Alors oui, vous avez évoqué tout cela et moi je voudrais encore une fois revenir sur cet aspect historique parce qu'il faut toujours regarder d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Vous avez parlé beaucoup de références historiques et moi je voudrais revenir jusqu'il y a quelques années sur cette analyse de vous, Amine Laridi, sur le modèle de coopération actuel à l'époque, n'est-ce pas, et potentiel maroco-américain. Il y a eu bien sûr tout récemment cet événement historique de la reconnaissance des États-Unis d'Amérique pour la première fois de leur histoire de la pleine souveraineté du royaume sur ces provinces du Sud. Et je voudrais évoquer avec vous cette diplomatie justement, cette diplomatie marocaine ancrée dans ce concept, n'est-ce pas, de multilatéralisme et de ce que l'on appelle le soft power, Amine Laridi. Écoutez, votre question, elle est bijective, mais c'est deux vecteurs qui se rejoignent. L'analyse faite il y a 2-3 ans et qui semblait à l'époque même à contre-courant et que j'avais commencé par dire ceci n'est pas un article d'opinion, ceci est un article stratégique. Et je ne suis pas surpris, et vous avez tout à fait raison, parce que j'ai toujours eu foi en mon pays, le Royaume du Maroc, et en la légitimité de notre cause et de notre souveraineté qui fait l'union nationale, qui fait une union à l'étranger désormais. J'ai toujours eu foi en mon souverain et en la diplomatie royale, une diplomatie constante de par ses victoires, de par ses réalisations, de par sa haute vision. J'ai toujours eu foi aussi en ses relations avec nos alliés stratégiques dans les États-Unis depuis 1777, date à laquelle il y a eu une reconnaissance. Et j'invite tout le monde encore une fois à lire les références. La lettre de reconnaissance est un acte souverain, est un acte politique. Elle est aussi un acte économique car elle garantit la libre circulation des merchant ships, des bateaux de commerce américains dans les eaux territoriales marocaines et au-delà. Donc déjà à l'époque, le Maroc a toujours été considéré comme un havre, comme un pilier de la paix, du commerce signé avec le Maroc à l'époque. C'était ouvrir tout un pont de commerce, tout un continent et une mer, la mer Méditerranée, le continent africain par rapport au commerce extérieur américain. Si on parle de deviner, un stratège ne devine pas, il se base sur une approche bijective, il regarde le passé, il apprend, et il regarde le futur et il le prospecte, voire même il essaie de contribuer à le bâtir. Et l'administration américaine actuelle, et déjà à l'époque, ses prémices étaient très claires. L'économie d'abord, créer des emplois aux États-Unis, et qui veut dire créer des emplois aux États-Unis, réindustrialiser les États-Unis, c'était automatiquement chercher des débouchés pour la matière première, et donc du sourcing dans le continent africain. Et là, c'est le rôle du Maroc d'aider les pays africains frères à diversifier leurs exports et les valoriser, mais c'est également aussi une administration qui allait chercher des débouchés aussi de commercialisation et d'investissement. Et là, encore une fois, la seule réponse à l'équation paix plus économie plus développement par rapport au continent africain, c'est le Royaume du Maroc. Donc, c'est de cela qu'on est en train de parler. Maintenant, vous avez parlé en fait de la diplomatie de notre cher souverain, la diplomatie royale. Permettez-moi d'utiliser une métaphore. On connaît tous en fait le lion de l'Atlas et il est toujours
lié de par sa majestuosité au royaume du Maroc, mais peu de gens en réalité connaissent une autre espèce tout aussi majestueuse qui est l'aigle royal, ce qu'on appelle avec son nom scientifique l'Aquila homeri. L'Aquila homeri, l'aigle royal de l'Atlas, est connu par sa férocité dans sa défense de son territoire et de son nid. D'ailleurs, il n'a qu'un seul nid. Par sa capacité à nourrir les siens, quelles que soient les conditions, quelles que soient leurs difficultés, de par sa fidélité à ses alliances et à ses amis, mais il est connu aussi par sa capacité de prendre de l'altitude et de couvrir un large territoire à partir du ciel et à se faire reconnaître et respecter par tous, amis et non amis aussi. Donc, il est aussi connu par sa capacité de prendre de l'envol et en même temps de descendre rapidement sur le terrain quand il le faut. Ça me rappelle le passage de la vision à l'action, de la diplomatie royale, une vision clairvoyante et une action qui est concrète. Ça me rappelle cette constance des victoires de la diplomatie de notre cher souverain. Ça me rappelle également cette capacité à déployer des ailes à l'est et à l'ouest, parce qu'au moment où aujourd'hui on a la reconnaissance de nos chers amis alliés américains, rappelons qu'il y a de cela quelques mois seulement, Sa Majesté le Roi, grâce à un appel téléphonique avec le président chinois, a réussi à relancer encore une fois la coopération stratégique avec nos amis asiatiques sur un sujet des plus fondamentaux et je dirais même existentiel, qui est celui du vaccin, et pas uniquement pour le Maroc, mais également pour l'Afrique. Donc la diplomatie marocaine déploie ses ailes à l'est ou à l'ouest, mais son corpus, il est africain, et son âme, elle est africaine, attachée à la côte arabe, méditerranéenne, mais avec une continuité qui est claire. Alors justement, vocation africaine, je voudrais m'arrêter avec vous à présent, Amin Laridi, sur le commerce international. Bien sûr, tout le royaume a toujours été terre de commerce et hub commercial, soit-il vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient, l'Europe ou même les Amériques. Alors justement, Amin Laridi, aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre de ce commerce international. Parlez-nous de cette nouvelle ouverture, en fait, la continuité de cette ouverture, mais vers de nouveaux horizons, j'ai envie de dire. Avec beaucoup de plaisir. En fait, vous me facilitez la tâche de par la logique et la structure de votre déploiement. On a parlé du passé, on est en train de parler du présent et un regard sur le futur. En fait, le futur est à la fois une continuité, une ADN du passé, mais également, il a un aspect aussi qui est innovateur. Parce que le futur, il est facile à deviner de par sa structure. Tout le monde post-Covid a envie de sortir de la pandémie, a envie de sortir de la crise économique qui en découle et qu'on vit déjà aujourd'hui de par le monde. Donc, et tout le monde a envie d'éviter justement des déboires sécuritaires dans le monde et dans la région. Et la solution, encore une fois, de cette équation à la fois économique, politique et sécuritaire, c'est le Royaume du Maroc, pilier de la paix dans la région et locomotive économique. Donc, on a parlé tout à l'heure d'un ensemble d'éléments, cette fois-ci déployons-les. Il y a déjà un besoin mondial qui est clair et qui est fédérateur, donc sous la houlette du multilatéralisme, parce que l'équation économique du multilatéralisme comprend le fait de développer un partenariat qui est fidèle, qui repose sur 3 C, ce que j'appelle les 3 C. Un C déjà en fait de confiance, parce que sans la confiance, on ne peut pas avoir de multilatéralisme, on ne peut pas parler avec plusieurs partenaires à la fois, il y aura de la méfiance, donc le C de confiance, et le Maroc là. Un C de crédibilité, donc ce qu'on dit, on le réalise sur le terrain, et un C de concret, une création de prospérité et d'emploi et d'investissement pour tout le monde. Donc quand il y a ces 3 C, le multilatéralisme économique est une réussite réelle sur le terrain. Donc voyons ce qui unit avant de voir ce qui diffère. Ce qui unit déjà, c'est un besoin du monde demain et déjà aujourd'hui de sécurité alimentaire et un besoin, je pourrais même dire très spécifique, de protéines, parce qu'il y a un manque flagrant de supply en protéines de par le monde. Alors pourquoi cela? Parce qu'on a un littoral qui est l'un des plus imposants et l'un des plus riches du monde en poissons, une approche nouvelle basée sur la production de protéines d'origine animale, d'origine de la pêche, grâce à la pisciculture qui garantit une durabilité des ressources. On a un océan qui est très favorable à la pisciculture, qui dit pisciculture d'une durabilité, une variabilité aussi des espèces et un contrôle de la qualité. Par la suite, on peut parler de transformation, qui peut être dans tout ce qui est canne pêche, dans tout ce qui est conserve, mais il peut être aussi dans l'export de produits de forte valeur ajoutée partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Europe, etc.
Mais qui dit aussi en fait pisciculture, dit aussi une transformation à forte valeur ajoutée, notamment en produits pharmaceutiques de base, notamment tout ce qui est oméga 3, oméga 6 et certaines vitamines. Donc c'est une valorisation qui est très importante, qui nous garantirait à la fois, grâce à l'industrialisation, grâce à la durabilité de l'emploi, un emploi Alors justement, quels sont les potentiels des industries de transformation dans les provinces du Sud, Amine Laridi? Quels sont les potentiels de ces industries de transformation? Très bien, Lala Khadija. Alors déjà, en fait, je parlais de la pêche et de cette notion de création d'emplois à forte valeur ajoutée, mais aussi d'emplois en masse, et les deux sont très importants, aussi bien pour attirer l'investissement que pour sa constance. Je parlais de remplir ce besoin qui est mondial en termes de protéines à l'export, et qui dit export dit automatiquement, j'ouvre une parenthèse qui est très fondamentale, parce qu'aujourd'hui, le défi en matière de diplomatie économique, c'est d'inverser la balance commerciale, une balance qui est déficitaire, une balance qui est excédentaire. C'est le principal défi autour duquel on se doit tous d'être unis. Et dans cette balance commerciale, il y a aussi ce qu'on appelle la balance des paiements. Et comme le sait tous, préserver les réserves de paiement est très fondamental et on le réussit aujourd'hui. Donc chaque consolidation de cet acquis est fondamentale, d'autant plus que nos principales ressources sont en devises, et nos principales en euros, et nos principales dépenses sont en dollars. Donc même quand on fait rentrer de la devise, ce n'est pas toujours en fait la devise qu'on est en train de faire sortir. Donc tout investissement doit nous permettre, et le focus, de faire rentrer du dollar en plus, tout en consolidant nos acquis avec nos amis européens qui sont nos partenaires de référence, notre principale destination d'export et nos principaux investisseurs, aussi bien la France que l'Espagne. Maintenant, ceci dit, donc je parlais de la pêche et le volet aussi agricole, et vous le disiez aussi dans votre introduction, le volet agricole est très important dans ce modèle de développement de la région du Sud, et c'est aussi une priorité du multilatéralisme, parce que tous les partenaires, aussi bien américains, asiatiques, pays de l'Est, Europe du Nord, africains, etc., ils ont besoin d'assurer l'agriculture. Donc c'est un investissement, c'est une destination principale d'investissement, à savoir l'agriculture, mais aussi les débouchés en termes commerciaux sont très certains. Donc beaucoup de fonds d'investissement, aussi bien souverains que privés, s'y intéressent. Je travaille d'ailleurs en fait sur ça, et j'ai le plaisir de recevoir beaucoup, même en période de Covid. Ça vous montre l'intérêt qui est réel et qui est concret. Donc je vous parle de choses en fait qui sont palpables. Automatiquement, quand je jette un coup d'œil direct en fait sur le modèle de développement, il y a cette zone de Jaraïfa, 10 millions de mètres carrés, 1000 hectares irrigables à côté de Bouche d'Or qui sont déjà prévus. Et cette possibilité de déployer ou de réserver un nouveau foncier, je dirais, agricole, qui sont des terres semi-arides aujourd'hui, grâce au projet de dessalement d'eau, mais grâce aussi à des technologies adéquates, donc une recherche et développement adéquate qui nous permet de cultiver, de transformer le désert en zone verte. C'est un besoin qui est mondial. Les investissements mondiaux sont intéressés par ça. Ils l'ont déjà exprimé clairement. Et en même temps, la commercialisation elle est importante, aussi bien pour le continent africain, qui dépend grandement des imports de denrées alimentaires, que pour le continent européen, mais aussi transatlantique et vers l'Asie. Troisième volet qui est très important aussi, destination en fait dans le futur. N'oublions pas que nos provinces du Sud, je parlais tout à l'heure de l'aspect minier qui est fondamental de la transformation des phosphates et de leur contribution à la sécurité alimentaire mondiale et à la transformation sur place, création d'emplois sur place. Mais il y a un volet qui est fondamental. On est en train d'avoir quelques-uns en fait des plus grands ports, sinon le plus grand port à l'Atlantique après le port de Tanger-Med va être le port de Dakhla. Et on est sur un couloir maritime, une autoroute maritime de base, et à une proximité inouïe de tout le continent africain, ou du moins de l'Ouest africain et de l'Afrique australe. Qu'est-ce que ça nous transforme? Il y a un besoin en fait aujourd'hui dans les pays africains frères qui importent déjà, qui sont des importateurs nets de bateaux de pêche, qui sont des importateurs de rades de passage fluvial, et qui sont en fait en manque flagrant d'infrastructures de développement, aussi bien à l'intérieur des pays qu'interpays. Donc vous évoquez là le besoin en chantier naval, Amine Laridi. Absolument. Vous lisez dans mes pensées. Vous lisez vraiment dans mes pensées, Madame Khadija. D'où est-ce que ça découle? Je regarde le futur. Dans quelques jours, on a la ZLECA, on a la zone de libre-échange interafricain, auquel le Maroc est l'un des piliers, un pays en fait co-signataire, fondateur, donc qui va démarrer. Et cette zone, elle se veut et elle se doit, elle a le potentiel de relancer le commerce interafricain, mais il y a un manque flagrant qui est le manque de logistique et d'infrastructures interafricaines. Donc oui, certes, on va développer des routes et des infrastructures ferroviaires, mais dans l'immédiat, seuls en fait les fleuves nous permettent en fait d'outrepasser ce manque. Et les fleuves africains ont un problème d'envasement, parce que le dévasement coûte cher, parce qu'il y a des problèmes frontaliers, parce que le colonisateur a utilisé les fleuves comme zone de séparation alors que c'était des zones d'union, etc.
Donc la solution, c'est aussi le transport fluvial. Un transport fluvial qui interconnecterait les nations, qui permettrait un transport de masse et donc un coût logistique qui est moindre. Comment le faire? C'est en développant des bateaux avec une technologie qui est déjà existante, qui n'ont pas besoin d'un grand tirant d'eau, d'une grande profondeur, pour utiliser des termes qui sont simples pour tout le monde, et qui pourront transporter de grandes marchandises et les distribuer sur tout le continent africain, dans de grands fleuves africains. Donc, qui peut développer cela sinon le Maroc? Parce qu'on aura le port de Dakhla bientôt, il y a l'expertise, on a une puissance de pêche qui est importante, on a le savoir-faire en termes de chantier naval, et automatiquement on peut développer ce type de bateau. Croiser cela avec le besoin en réparation aussi des bateaux sur ce couloir, transposer cela avec le besoin aussi Oui, madame. Oui. Il nous reste très peu de temps et j'ai encore quelques questions à vous poser. Donc, si vous le permettez, vous avez évoqué beaucoup d'opportunités, n'est-ce pas, pour investir encore davantage dans ces provinces du Sud. Parlez-nous, selon votre expérience, des profils des investisseurs étrangers potentiels. Alors, ce qui risque de vous choquer positivement, c'est que tout investisseur est intéressé par les provinces du Sud à partir du moment où on les prend par la main et on les emmène avec nous pour découvrir nos provinces. C'est un game changer. Quand il voit tout l'investissement qui a été fait, quand il voit les routes qui sont là, quand il voit les solutions énergétiques qui sont là, et qui, je le rappelle, sont des solutions durables, telles que le parc éolien d'Arfenir, les parcs solaires et j'en passe, quand il voit l'eau qui est disponible au robinet et qui est de très bonne qualité grâce encore une fois aux quarantaines de projets qui ont été lancés par notre souverain et qui sont liés au dessalement d'eau, une expertise d'ailleurs qui est inouïe, qui peut être partagée dans un futur très proche par nos amis africains, grâce au port, grâce aux aéroports, grâce aux routes, et vous parliez de la route Tisnit-Dakhla, qui est un game changer en tant que soi, mais grâce aussi aux universités et grâce aussi qui vont ouvrir bientôt. Certaines écoles de commerce telles que l'UNCG de Dakhla sont déjà opérationnelles, grâce aussi à l'investissement dans tout ce qui est santé, grâce aussi à un accompagnement de proximité de nos citoyens, un encouragement de l'entrepreneuriat. Donc à chaque fois qu'ils découvrent cela, c'est un game changer, ils ont envie, ils comprennent tout le potentiel, ils ont envie d'investir tout de suite, ils ont envie de voir ces régions comme elles ont toujours été dans le passé, comme un portail pour toute l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique centrale, comme des zones de sourcing. Et pourquoi je parle toujours de sourcing en premier? Parce que c'est de notre devoir. Et c'est là qu'est toute l'ingéniosité, ou du moins l'un des piliers de l'ingéniosité en fait de la diplomatie royale, c'est de jouer un rôle de locomotive pour les pays africains. Le Maroc n'est pas qu'un hub de distribution vers l'Afrique, c'est avant tout un hub qui se veut valorisateur pour les pays africains frères, leur permettant d'exporter plus avec plus de valeur ajoutée et vers de nouvelles destinations. Donc un hub de sourcing, c'est ce que nous sommes par rapport aux pays africains frères, ils l'ont tous compris. Et l'ouverture des consulats est un acte politique, est un acte aussi de soutien souverain, mais aussi un acte de soutien économique. C'est aussi un havre d'investissement, on le verra bientôt avec nos amis américains, mais aussi avec nos amis arabes. Je rappelle l'ouverture des consulats des Émirats arabes unis et d'autres pays arabes qui vont suivre dans les jours à venir. Je rappelle aussi l'intérêt de grands investisseurs asiatiques et de pays de l'Est, sans oublier nos amis européens, par rapport à ces provinces qui voient tout le potentiel industriel de transformation, de distribution, mais aussi de sourcing par rapport à ces zones-là. Et Merci automatiquement, beaucoup. qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de jouer ce qu'on a toujours été, c'est-à-dire un hub de trading et un melting pot. Juste un dernier mot, c'est l'humain. On parle toujours d'investissement dans l'humain, et c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur, et c'est le cœur en fait de tout le modèle de développement lancé par notre souverain. Mais à mon tour, en tant que citoyen marocain, de lancer un appel très important. Ne parlons pas uniquement de ce qu'on doit recevoir, jouons aussi notre rôle, soyons patriotiques, soyons aussi stoïques, jouons notre rôle par rapport à notre pays. Le Maroc n'est pas autour de nous, le Maroc est en nous, et le Maroc c'est nous. Si nous excellons, le Maroc excellera. Si nous prospérons, le Maroc prospérera aussi. Parfait. Merci beaucoup Amine Laridi, expert international en diplomatie économique, pour ce cours d'histoire et puis pour cette analyse approfondie sur les opportunités d'investissement dans les provinces du Sud marocain. Merci encore une fois. Merci madame. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée.